d'où vient la monnaie en Afrique. Quelle est l'origine, quelle est la généalogie des phénomènes monétaires en Afrique? C'est ce que j'ai voulu rappeler à nos frères et sœurs qui parlent du CFA et qui parfois donnent l'impression que la monnaie, on a commencé à parler de monnaie en Afrique qu'à partir du CFA, alors que la première monnaie de toute l'histoire de l'humanité est africaine. Alors que les institutions et pratiques monétaires africaines sont les plus, ça c'est moi qui le dis, c'est mon jugement, sont les plus judicieuses jamais inventées. Est-ce que vous pensez que le panafricanisme, d'une part, et d'autre part le nationalisme des pays africains fabriqués à la conférence de Berlin sont compatibles? Ça, c'est un piège. Bon, alors, je reste à comprendre ce qu'on entend par compatibilité. Je voudrais quand même préciser une chose. On ne change pas de société comme on change de chemise. On change la société. C'est dans ces états fomentés par la conférence de Berlin qu'il faut mettre les éléments, les ingrédients qui feront qu'un jour le panafricanisme sera l'unique religion de notre renaissance. Donc, l'incompatibilité, non, on ne choisit pas son terrain pour combattre. On est sur un terrain et on choisit ses armes pour gagner la guerre sur le terrain qui nous est imposé. Donc, oui. Maintenant, si c'est compatibilité institutionnelle, organisationnelle, ben non. Le panafricanisme, l'un des leitmotifs au point de vue politique, pour le dire en swahili, je dis Umoja ni nguvu, unity is strength. C'est les États-Unis d'Afrique. Donc, c'est le fédéralisme. C'est réimplémenter notre fédéralisme ancestral. Donc, ça n'est pas compatible avec l'intangibilité des frontières héritées de Berlin. Non. Tant qu'on demeure dans ces enclos, on n'est pas du tout panafricaniste. Y compris dans sa tête, à plus forte raison géographiquement. Non, non. Ok, c'est entendu. Maintenant, il y a des faits. Par exemple, beaucoup de Congolais se plaignent de ce que le Rwanda pille certaines richesses rwandaises. C'est discutable. Hein. En tout cas, beaucoup de Congolais s'en plaignent. Pour nourrir le Rwanda, et pas que le Rwanda, pour nourrir plein d'autres pays européens notamment. Et la question, c'est comment vivre le panafricanisme, comme vous venez de le décrire là, vivre ces compatibilités là, lorsqu'il y a ce type de fait. Non. Comment analyser ça? Ça ne peut pas être un dilemme. Ouais. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis un panafricaniste afro-centré. Afro-centré. Il y a des gens qui se fourvoient dans le panafricanisme, qui pensent que le panafricanisme, c'est prendre le pouvoir d'État et continuer de gérer nos sociétés comme on gère une société occidentale. C'est-à-dire démocratie, élection, les conneries comme ça. Je suis panafricaniste afro-centré. De mon point de vue, le panafricanisme, c'est prendre le pouvoir d'État pour réhabiliter nos institutions et pratiques ancestrales. Donc, c'est deux choses différentes. Maintenant, on dit, est-ce que... Non. S'il est établi que le Rwanda pille la République démocratique du Congo, que ce soit à son profit ou même pour alimenter un quelconque panafricanisme, non, c'est d'abord un pillage. C'est d'abord un pillage, il faut... Non, ça ne va pas, c'est tout. S'il y a pillage, il faut le contester, sans aucune hésitation. Je n'ai pas dit, ah oui, ils volent Mathias. Oui, mais c'est pour nourrir la vieille mère. Ben non, tu te démerdes. Mais parce que c'est l'argument de beaucoup de... Non, en ce qui me concerne, c'est non. Maintenant, effectivement, un certain nombre d'initiatives qui sont prises par les gouvernants au Rwanda font penser à ce que feraient des panafricanistes s'ils arrivaient au pouvoir, par exemple, s'émanciper des langues étrangères pour réhabiliter, etc. etc. Mais non, c'est pas... on peut le faire aussi sans piller. Donc, poser comme préalable le pillage d'un pays frère pour implémenter du panafricanisme, ça ne va pas. C'est exactement ce qu'on venait de dire. Les gens viennent vous assassiner pour alimenter ce qu'ils appellent un commerce et on va retenir le commerce ou bien
le crime. Non, s'il y a un pillage, il faut dénoncer ce pillage et ne pas tergiverser sur la question. Vous avez également effectué des travaux sur l'histoire de la monnaie africaine. Et donc pas seulement l'histoire du CFA dont tout le monde parle. Il y avait des monnaies africaines, au pluriel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient très succinctement ces monnaies, quels étaient leurs attributs, leurs forces, leurs faiblesses, pour essayer de nous édifier sur le sujet, parce que parler de CFA c'est une chose, mais après le CFA, sur quoi on se base pour imaginer la suite? Oui, alors, bon, il faut éviter l'engouement du mouvement anti-CFA, c'est génialissime. Mais il faut éviter les effets de mode. Chaque fois qu'il est question de nos problèmes, on doit les comprendre le plus profondément possible. Il se trouve que moi, au milieu des années 90, je crois que c'est en 92 ou en 93, 1992-1993, le sujet de mon mémoire de maîtrise, c'est justement sur la monnaie et notamment sur le CFA. Donc, je n'ai pas commencé à étudier le CFA hier. Et quand la question du CFA a pris beaucoup d'ampleur médiatique, etc., il m'a paru important de rappeler, parce que chez nous, connaître une question, c'est... Si je dis que je connais Mathias, je dis que je connais le père, la mère, je sais situer Mathias dans un arbre généalogique. Connaître un sujet, c'est être capable de connaître les grandes étapes généalogiques de ce sujet. D'où vient la monnaie en Afrique? Quelle est l'origine, quelle est la généalogie des phénomènes monétaires en Afrique? C'est ce que j'ai voulu rappeler à nos frères et sœurs qui parlent du CFA et qui parfois donnent l'impression que la monnaie, on a commencé à parler de monnaie en Afrique qu'à partir du CFA, alors que la première monnaie de toute l'histoire de l'humanité est africaine. Alors que les institutions et pratiques monétaires africaines sont les plus, ça c'est moi qui le dis, c'est mon jugement, sont les plus judicieuses jamais inventées. Il faut savoir que, par exemple, le Benda, qui était le système monétaire des Akans, était un système d'étalons poudre d'or. Un système d'étalons poudre d'or. C'est-à-dire que les unités monétaires, qu'est-ce qu'une monnaie déjà? C'est une institution qui mesure la valeur marchande des biens et des services dans une société donnée. On est au Congo. Si le Moine Congo dit que ce sont les Luzimbu, ce sont des coquillages, qui sont des unités monétaires, tout le monde va prendre le Luzimbu pour faire les échanges. S'il dit, parce qu'il y en avait plusieurs dans le système Bongo du Congo, le système monétaire du Congo Dinanza, Diantotila ou bien Dinanza, ce système monétaire c'était le Bongo. Le Bongo avait plusieurs sous-unités. Il y avait le Luzimbu qui était du coquillage, il y avait d'autres étalons monétaires qui étaient par exemple des pièces de raffia, etc., etc. Et d'autres des pièces de métaux, etc. Donc, la monnaie, c'est ça. C'est un ensemble d'outils dont une société se dote pour mesurer la valeur marchande des biens et services sur son territoire. Ça, là, les Africains l'ont toujours pratiqué depuis des millénaires, depuis l'Égypte ancienne. Et je dis, quand les Blancs arrivent sur les côtes atlantiques, vers le 15e siècle, sur les côtes la côte de l'or du Ghana actuel et de la Côte d'Ivoire, ils y trouvent le système Benda d'étalons poudre d'or. Ils n'arrivent même pas à le reconnaître comme un système monétaire parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Ils n'avaient jamais vu un système où on mesure la valeur avec de l'or parce qu'ils n'avaient pas d'or déjà. Donc voilà. Ils ont commencé à pratiquer l'or. D'ailleurs, la première pièce d'or battue en Grande-Bretagne s'appelle Guinée. Ce sont des pièces appelées des pièces de Guinée, précisément parce que c'est à partir de l'or qu'ils ont volé en Afrique qu'ils ont commencé à eux-mêmes battre des pièces en or, parce qu'ils n'en avaient pas suffisamment pour battre des pièces en or. C'était du cuivre, des alliages, etc. Donc, les étalons monétaires africains étaient particulièrement performants pour les usages que nos ancêtres en faisaient.
Si on veut trouver des solutions au CFA, il faut d'abord aller comprendre ce qui s'est passé pendant des millénaires. En quoi ils étaient, pour vous, les plus performants? En quoi ce sont les plus élaborés? Parce que quand on a bien compris ce que c'est qu'une monnaie, on comprend que nos ancêtres étaient juste des génies. Je viens de dire, une société décide que ça, c'est ça qui va mesurer la valeur marchande de nos échanges. Donc la monnaie, ce n'est pas l'objet, c'est l'institution qui établit cet objet comme étant destiné à mesurer. Voici pourquoi ils pouvaient prendre n'importe quel objet comme monnaie. Regarde aujourd'hui, c'est quoi la monnaie? La masse monétaire mondiale est constituée pour l'essentiel de monnaies dites électroniques. Donc ça n'a aucune consistance matérielle. Et ça, c'est le summum pour ceux qui... Sauf que, en l'espèce, c'est ça la différence fondamentale avec les institutions monétaires africaines, en l'espèce, cette masse monétaire est contrôlée par des institutions privées. Qu'on connaît, hein, qui fabriquent l'argent. Toi, tu travailles pour aller chercher l'argent, eux, ils fabriquent l'argent. C'est-à-dire qu'il peut prendre un papier hygiénique, il met un montant dessus, c'est de l'argent. Et toi, pour avoir 1 euro, il faut bosser comme un malade, et plus tu bosses, moins tu en trouves. Alors qu'il n'a jamais eu autant d'argent dans l'économie mondiale. Il y a des centaines de fois, la masse monétaire, la valeur de la masse monétaire est des centaines de fois supérieure à la valeur des transactions. C'est-à-dire les biens et services qu'on s'échange, il y a peut-être 10 000 fois plus d'argent qu'il n'y a de biens et de services qui circulent. Donc, dire qu'il n'y a pas d'argent, on dit tel État n'a pas d'argent, mais il va où cet argent? Il est sur Mars. Voilà. Il n'y a pas de choses plus surabondantes que la monnaie dans l'économie capitaliste actuelle. Oui, la monnaie, c'est versé partout, sauf que c'est concentré entre quelques familles. J'ai une vingtaine de familles dans le monde qui contrôlent l'émission des monnaies. Donc, chacun sait que le dollar est une monnaie privée, hein, que la Federal Reserve Board appartient à des privés. La Federal Reserve Board, c'est elle qui émet la monnaie, le dollar. Que la Banque d'Angleterre, ce sont les ancêtres de ceux qui ont fondé la Banque d'Angleterre qui contrôlent la Federal Reserve Board. Ce sont les mêmes qui ont créé la Banque centrale. Les Rothschild, non? Ben oui, il y a les Rothschild, les Warburg, les Dupont de Nemours, il y a les JP Morgan, John Pierpont Morgan, il y a plein de familles, mais ça on les connaît. Il faut lire le livre d'Estache Milne, Les secrets de la Réserve fédérale, ça c'est connu, hein, il n'y a plus de secret, ça. Tout le monde le sait. Donc la différence, c'est que les monnaies occidentales sont privatisées, elles appartiennent à des institutions privées, et c'est pour ça que ces institutions peuvent contrôler les États, les entreprises, etc. Tandis que toutes les monnaies attestées dans l'histoire de l'Afrique sont des monnaies publiques. Ce sont des monnaies qui appartiennent à l'État qui les émet. Évidemment, quand la monnaie appartient à l'État, l'État peut mieux contrôler la circulation de cette monnaie et veiller à ce que des citoyens ou bien des catégories de citoyens ne manquent pas à ce point de monnaie, puisque c'est lui qui contrôle son allocation sur le territoire. Bien sûr, et puis ça évite certains conflits d'intérêts qu'on peut rencontrer ici. Oui, regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo. À partir du moment où Mobutu a voulu contrôler, et ça c'est écrit, ça c'est marqué dans le livre de Joseph Tchudjan-Pouemi que moi j'ai lu quand j'étais étudiant, hein. À partir du moment où le régime de Mobutu a voulu contrôler la monnaie du Zaïre, il a commencé à avoir de très graves problèmes. Aujourd'hui, quelle est la monnaie qui circule le plus dans l'ex-Zaïre qui est devenu République démocratique? C'est le dollar US. Si le dollar qui est émis par des étrangers circule dans votre économie et qu'elle est la devise des transactions de vos ressources, alors ces ressources appartiennent en dernier ressort aux propriétaires du dollar. Donc on peut tirer sur les Rwandais qui sont à côté parce que c'est des Africains comme nous qui sont plus ou moins à notre portée. Ouais. Mais les propriétaires des ressources naturelles qui sortent du Kivu, là, ce sont les propriétaires du dollar. Si tout s'achète dans le papier que moi j'émets, je suis propriétaire potentiellement de tout ce qu'on peut acheter avec mon papier.